Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la table ronde préjugés des Martils à l'école. Je suis Laura Nunes, la chargée de mission du projet Femmes en Sciences à la FNEUS. À mes côtés, nous avons euh, Sophie Trella, qui est ingénieure recherche au pôle sécurité de l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, l'IRSN, en charge de l'évaluation des effets d'une explosion. Ensuite, nous avons Rada Ajaka, qui a une formation d'ingénieur système. Elle est coprésidente de l'entreprise Ornes, dont l'équipe dirigeante compte autant d'hommes que de femmes. Ensuite, nous avons Véronique Bellon-Morel, qui est la chef adjointe du département Matnum à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, directrice de l'Institut Convergence Agriculture Numérique, pour créer les socles de connaissances pour l'agriculture numérique. Enfin, nous avons Alexis Kaufmann, qui est professeur de mathématiques et depuis septembre 2021, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique au sein de la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Et pour finir, nous devions avoir une dernière intervenante, Laure Bazir, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Voilà. Cette table ronde traitera des préjugés et de leurs origines. Pour commencer, à votre avis, où commencent les stéréotypes de genre et les préjugés? Je vous laisse commencer, Madame Trella. Je pense que c'est un phénomène, ça dépend déjà de l'éducation qu'on va recevoir, à mon avis. Quand on est enfant, on est éduqué dans sa famille. Donc ça, c'est propre à chacun. Après, je trouve que dans la société dans laquelle on vit actuellement, on commence à être bien sensibilisé par la prise en compte, retenir la place des femmes dans les sciences. Moi, je vois dans mon entreprise à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, on encourage vraiment les jeunes femmes à parler de leur métier. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, on m'a encouragée à venir témoigner. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on va donner envie aux gens de considérer ces préjugés et de lutter contre ça. Et après, je vais peut-être passer la parole à ma voisine qui, je pense, voulait en parler. Vous avez chacun un micro. Oui, effectivement, j'ai des choses à dire en tant que mère. Je pense que les stéréotypes, en fait, dans notre société commencent bien avant la naissance. Dès qu'une femme est enceinte, si le ventre est pointu, si le fœtus bouge, tout de suite, c'est un garçon. Et effectivement, les enfants autour entendent cela. Après, arrive avec les jouets. Un garçon, on a tendance à lui offrir l'avion, la voiture, l'épée. On a tendance à plutôt le pousser à jouer dehors pour affirmer sa rivalité, affirmer sa place. Une fille, plutôt, c'est la dinette, la poupée, la faire repasser. Plutôt, on l'incite à être calme, sage. On les met déjà on encourage ce stéréotype. Et petit à petit, après, arrive avec les vêtements. Une fille habillée en basket et jean, c'est normal. Mais un garçon qui va aller un peu plus qui va oser vers des vêtements un peu plus avec des paillettes, avec un jupe, oh là là, tout de suite, il refuse sa masculinité. Moi, en tant que mère, j'ai 3 filles. J'ai toujours poussé à jouer dehors, le ballon, le basket, le gardien de but, etc., etc. En revanche, je suis sincère. Si j'ai eu 3 garçons, est-ce que j'aurais acheté la poupée, la tutu, etc. Sincèrement, je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, la société évolue. Ces stéréotypes, on a de plus en plus conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que j'aurais fait pareil? Je ne suis pas sûre. Dans le futur, si j'ai des petits-enfants, le ferai-je? Si j'ai des petits-fils? La question se pose toujours. Pourquoi? Parce que la société, elle est normée. La norme, ces stéréotypes, en fait, elle nous rassure. On a tous besoin de cadres. On sait où on va. En élevant nos enfants comme ça, on sait où on va. Mais dès qu'on sort du cadre, on ne sait pas à quoi on s'expose. Et cette norme-là, elle nous rassure. C'est pour cela, on ne peut pas, ces stéréotypes, ils nous aident
elles nous rassurent, mais petit à petit, on va peut-être les bouger. Et l'éducation des enfants, c'est pas juste les parents, c'est un vecteur de transmission. Ça passe par les dessins, par tout ce qui entoure, par les dessins animés, par la télévision, par les bandes dessinées, par les livres, par les grands-parents, par tout un écosystème qui est autour de nos enfants. Et peut-être si ces petits curseurs jouent d'1 millimètre, peut-être dans le futur, on arrivera à bouger un tout petit peu. Parce que pour moi, la responsabilité, elle est plutôt collective. Je ne sais pas si... Merci. Oui, donc moi je suis chercheuse dans un institut de recherche qui s'appelle INRAE et je suis dans un département de mathématiques, numérique, informatique. Alors à INRAE, je crois que c'est un institut de recherche dans lequel il y a un tout petit peu plus de femmes que d'hommes, donc on est très fiers de ça, et y compris aussi chez les chargés de recherche, les directeurs de recherche, il y a 40% de femmes. Je crois que c'est au niveau français, c'est l'institut de recherche qui a ce ratio le plus élevé. En mathématiques, c'est un petit peu plus compliqué, donc il y a 40% de femmes, tout confondu. Et donc on s'interroge d'où ça vient. Pourquoi il y a moins de femmes? Et de toute façon, dans les métiers du numérique et de l'informatique, en dehors de la recherche publique, ben, c'est 30% de femmes et 70% d'hommes. Alors ça commence où? Eh bien, on s'aperçoit que déjà au lycée, il y a un différentiel. Lorsqu'il y avait les options informatiques en seconde, ben, il y avait 5 fois plus de garçons que de filles, et donc au collège ou avant. Et effectivement, au collège déjà, il y a cette différenciation qui se fait. Alors nous, on n'est pas redescendu plus tôt. Je vous parlerai après de la manière dont on essaie de faire bouger les choses. Et ce dont on s'aperçoit, parce qu'on discute avec des collégiennes, je vous dirai un petit peu plus tard dans quel cadre, eh bien on s'aperçoit que, en fait, lorsqu'on leur fait découvrir nos métiers, vraiment elles découvrent des choses, c'est-à-dire il y a des choses, elles n'en ont jamais entendu parler. Et voyez, et au collège, bien on est en troisième, on est prêt à choisir sa voie future. Donc déjà au collège, il faut avoir agi. Et effectivement, ben, on pense que les préjugés, ils commencent bien avant, bien que, là j'étais avec un groupe de 8 collégiennes mercredi, et elles me disaient, mais dans notre classe, les filles, elles ont 2 points de plus en maths de moyenne que les garçons. Alors comment ça se fait qu'après, dans les métiers des maths, du numérique, de l'informatique, on retrouve plus de garçons que de filles alors qu'elles sont meilleures? C'est une grande question. Une question que je partage, parce que à l'origine, je suis professeur de mathématiques. Bonjour, j'aurais juste une petite incise. Donc moi, je suis au ministère de l'Éducation nationale depuis septembre sur la mission faire en sorte de la mixité dans les filières numériques, faire en sorte qu'il y ait davantage de filles qui s'orientent vers le numérique. Depuis que j'ai pris mes fonctions, je participe à plusieurs tables rondes et souvent je suis en tant qu'homme, je suis en minorité et ça arrive que je sois le seul. Quand on m'a proposé le poste au ministère, j'ai vraiment hésité parce que vous êtes sûr, un homme blanc, 50 ans, etc. Et finalement, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait une prise de conscience et que les hommes s'engagent sur ces questions. Voilà, c'est juste pour justifier de ma présence ici, si certains pouvaient s'interroger. Sur la question globale, c'est les préjugés des martyrs à l'école. Donc, je crois qu'on a déjà effectivement. C'est gentil d'avoir mis un point d'interrogation parce qu'en fait c'est assez évident, mais sauf qu'on voit que c'est pas que à l'école, c'est aussi au niveau de ça démarre dès l'enfance. Mais c'est vrai que l'école y participe. Et Gada, tu as témoigné en tant que mère ou en tant que père. Là, j'ai un enfant de 6 ans. Effectivement, on fait attention avec sa mère, mais alors il revient de l'école et c'est là que ça se passe. Et c'est là qu'il tient tout un discours. On est très étonnés dès 6 ans. Donc bon, écoute, dont acte, on essaye un tout petit peu de rectifier certaines choses, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'école y contribue effectivement dès le primaire avec des stéréotypes qui sont conscients ou inconscients. On aura l'occasion d'en parler plus avant. Moi, je trouve qu'on a quand même bien évolué parce que moi, personnellement, je suis membre de l'association Femmes et Sciences aussi. Et je sais qu'il y a 1 an ou 2, il y avait une action qui avait été menée
justement pour étudier un peu les jouets qui sont vendus dans les magasins comme Jouet Club, sans citer de marque, enfin, les magasins de jouets, on va dire, même les grandes surfaces. Et il avait été vu que, souvent, il y a des gros clichés du style, bah oui, il y a les rayons poupées à gauche en rose. C'est un peu vrai. Et les rayons bricolage rouge, sur les couleurs un peu rouges, etc. Et de plus en plus, on voit aussi des rayons où il y a un peu de tout, les petits jeux scientifiques, mais en minorité. Donc on avait fait une petite enquête comme ça pour voir un peu comment étaient disposés les jouets, quelles petites filles et petits garçons ont été pris en photo sur les jouets. Et c'est vrai qu'il y avait encore des choses à améliorer. Et donc l'association avait préconisé, donner des conseils aux vendeurs, etc., pour les sensibiliser sur ce sujet. Et c'est vrai que de plus en plus à l'école, on voit des enseignants qui ont envie de montrer des jeux scientifiques. Et ça, je pense que montrer par l'exemple, expérimenter dès le plus jeune âge, c'est bien pour sensibiliser, les garçons ou les filles d'ailleurs. Voilà. Je vous remercie. Comment a évolué l'éducation décernée aux jeunes filles dans le temps? Aujourd'hui, crée-t-on encore une différence entre garçons et filles? Madame Ajaka, qu'en pensez-vous? Moi, j'ai envie de répondre à cette question plutôt sur mon prisme, qui est mon métier, qui est l'informatique. Voilà, je veux prendre le secteur, je pense qu'on est nombreux aujourd'hui dans le numérique. Moi, je prends cet angle-là et j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière. Si on regarde dans les années 1800, les femmes étaient très présentes dans les sciences, dans les mathématiques. Dans les mathématiques, ils ont mis en place des méthodes pour des calculs très sophistiqués, pour la distance avec les comètes. La première femme qui a écrit un programme qui a été utilisé derrière par les ordinateurs, c'était la première programmeuse, c'est Ada Lovelace dans 1840. Ça date. Après, on arrive dans le début du XXe siècle, dans les années 1940-1960, où l'informatique était embryonnaire. À l'époque, et toujours pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, il y a deux parties, la partie hardware, la partie matérielle et la partie logicielle, plutôt la programmation. Et à l'époque, la partie hardware, c'était la partie noble, la partie visible de l'iceberg, et c'est les hommes s'emparaient cette partie-là, et les femmes, la matière, où c'était très laborieux, la programmation à l'époque, dans les années 1940, était une métier très très laborieuse, et ces calculatrices d'hier sont arrivées, c'était une suite logique, sont devenues le programmeuses, et il y avait beaucoup de femmes dans la programmation, dans le métier, c'était la programmation. D'ailleurs, c'est une anecdote, la première société de services a vu le jour aux États-Unis en 1960, montée par une femme, pour que les femmes programmeuses font de télétravail dans les années 1960 à la maison, qu'elles puissent gérer en même temps leur foyer. Et parce que c'était très laborieux, c'était de très très bas niveau, c'était très mal payé, et il y avait énormément de femmes. Effectivement, les femmes, du coup, ils ont beaucoup, vu que c'était les majorités, contribué à l'évolution de l'informatique. L'informatique a commencé à prendre de l'ampleur de plus en plus. Arrivé les années 80, là, l'informatique, c'est devenu un vecteur économique important. C'est devenu un métier lucratif. Et là, les cartes, malheureusement, ont été distribuées. Le visage a changé. Dans la mémoire collective, aujourd'hui, dans l'imagination collective, la technologie et l'informatique, c'est devenu un métier d'homme, parce que tout ce qui est autour, la publicité, le marketing, c'était fait par des hommes pour des hommes, et petit à petit, les femmes commençaient à sortir, petit à petit, on arrive à votre réaction, Véronique, et petit à petit, depuis ces années-là, et c'est paradoxal, c'est-à-dire que le rôle des femmes s'affirme à travers le temps dans pas mal de métiers, mais dans une société qui se numérise de plus en plus, on a de moins en moins de femmes, et aujourd'hui il y a très peu de filles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces rôles modèles. On n'a plus ces femmes. Ajouté à cela, on a l'image de geek qui est arrivée dans les années 90 pour achever ces jeunes filles complètement.
l'image du geek, l'absence de rôle modèle, du coup, on a de moins en moins de filles qui vont. Et là, merci à des initiatives telles que les vôtres. Et sinon, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un vrai manque d'attirer les filles, les collégiennes, les lycéennes vers les métiers, vers la science et vers, je prêche pour ma paroisse, vers le numérique, parce qu'il y a un vrai besoin. Je pense que vous avez des choses à... Oui, merci. Alors, donc, je suis mal blanc de 50 ans, mais en plus, on m'a souvent affublé de geek parce que je me suis intéressé, je développe, je participe à du logiciel libre, donc je cumule. Merci, oui, il y a effectivement, il y a des variations dans le temps. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais aussi dans l'espace. Tous les pays ne ressemblent pas à la France. Vous avez des pays qui s'en sortent pas. On n'a pas donné de chiffres, on peut peut-être en donner quelques-uns, même si évidemment, ils ne sont pas forcément très précis. Mais en tout cas, dans le secteur du numérique, parce qu'il est assez parlant, alors évidemment, on est autour de 30%, de femmes. Mais si vous enlevez les fonctions un peu de support, RH, marketing, etc., on tombe donc sur le développement, enfin sur l'informatique un peu dure, quoi. Voilà, administrateur, ingénieur, etc. Là, on tombe à 15%. Et moi, au niveau du secondaire, par exemple, il y a une nouvelle spécialité dans la réforme du lycée, du nouveau bac, spécialité qui s'appelle NSI, numérique, sciences informatiques. Alors, on peut la résumer en informatique. Vous avez 15% de filles dans les classes. Voilà. Et parfois, vous n'avez aucune fille. Dans les établissements, il n'y a aucune fille dans les classes. Et après, il y a un effet boule de neige négatif parce que du coup, les filles n'ont plus pas tellement envie de s'engager. Et en plus, le bac impose supprimer une spécialité de la première à la terminale. Ils en avaient 3 en première, 2 en terminale. Et souvent, elles abandonnent justement l'informatique parce qu'elles se sentent en minorité. Donc voilà. Ensuite, pour répondre vraiment à la question, différence entre filles et garçons dans les classes, on a réalisé un petit vidéoclip avec une des références sur ces questions qui s'appelle Isabelle Collet, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Genève, qui a écrit un livre excellent qui s'appelle Les oubliés du numérique, que je vous conseille. Et sur la conduite de classe, comment animer un atelier mixte. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, les sciences de l'éducation se sont aperçues, que si vous ne faites rien au sein d'une classe mixte, les garçons vont prendre deux fois plus la parole que les filles. En fait. Ils vont se sentir légitimes à participer, à intervenir, à se mettre en scène, etc. Beaucoup moins les filles. Et donc si jamais les enseignants ne sont pas formés à tout ça, et ben voilà. Naturellement, les garçons vont prendre plus de place que les filles, etc. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et nous, à l'Éducation nationale, justement, on mène des actions de formation sur ces questions. Merci beaucoup. Madame Trella, je rebondissais sur ce que vous veniez de dire. Vous disiez que les garçons rebondissent plus que les filles quand il n'y a pas de sujet ou de question. Et c'est rigolo parce que j'abordais ça, j'ai 2 filles aussi, dont une qui est entre le collège et la primaire. Et elle me disait justement qu'elle avait l'impression que les filles, quand il y avait une question précise, là, c'était plus les filles qui répondaient, qui se sentaient certainement peut-être soutenues ou qui savaient répondre à la question. Alors c'est rigolo ce que vous dites. Oui, alors sur ce point précis de répondre à la question, on a aussi constaté que les garçons pouvaient tenter de répondre, même s'ils n'avaient pas forcément tous les éléments pour répondre à la question. Les filles, il fallait vraiment qu'elles soient absolument certaines, un peu, voilà, pour oser, enfin, je caricature évidemment, mais pour répondre, il fallait qu'elles se sentent pas, pour se sentir légitimes, pour pas qu'il y ait le fameux syndrome de l'imposteur, etc. Voilà, je sais, je réponds. Oui, le garçon, lui, il y va, et puis on verra bien. Je caricature. C'est une question de confiance en soi aussi. Exactement, je pense que c'est après, de mise en confiance. Mise en confiance. Pour l'évolution, moi, ce que j'ai pu constater, si je regarde un peu les générations dans ma famille, on va dire, je pense qu'il y a eu entre les grands-parents dans les années 40, mes parents dans les années 60, là, il y avait encore les écoles garçons-filles. Et puis, je vois beaucoup de différences avec aujourd'hui, mais par contre, entre ma génération, donc les années 90, on va dire, et actuellement avec mes enfants, là, je vois beaucoup moins de différences. Donc, et sinon, pour ce qui concerne mon parcours, moi, j'ai fait une classe préparatoire, donc en maths, physique. Et c'est vrai que, pour témoigner, on était 3 filles pour 47 garçons.
en classe prépa, donc ça ne fait pas beaucoup. Par contre, après, en école d'ingénieur, c'était beaucoup plus équilibré. Il y avait une quarantaine de pourcents de filles. Donc, c'est pas facile, en fait, de donner des chiffres globaux. Ça doit dépendre des régions, des filières, des lycées, etc. Des options dans les écoles, comment on fait la promotion aussi. Voilà, d'où l'idée d'être un modèle et de donner l'exemple. Exactement, oui. Juste un tout petit point sur cette histoire des garçons qui prennent plus souvent la parole, parce qu'en fait, c'est plus important que ça n'a l'air, parce qu'en amont, vous allez, je ne sais pas, on va pousser les garçons à prendre des risques dans les parcs, etc. Et les filles, on peut leur dire, oh, tu t'es sali. Et en aval, lors du recrutement, les garçons peuvent plus facilement oser postuler pour tel ou tel poste, même s'ils ne cochent pas toutes les compétences, pas grave, on y va. Et les filles, elles vont vraiment davantage faire attention. Et bon, là, ok, on me demande si ça, je sais, ok, j'y vais. Voilà. Donc, du coup, ça a son importance. La richesse des classes mixtes, d'avoir plein de personnalités différentes. Merci pour vos réponses. À votre avis, pourrait-il y avoir d'autres causes ? Pensez-vous que certaines personnels encadrants, encadrantes, même involontairement, puissent appuyer ces préjugés à l'école ? Madame Bellon-Morel ? Alors, bon, moi je travaille pas, je peux parler de mon expérience et puis, je travaille pas dans les écoles. Lorsqu'on intervient auprès des collégiennes, c'est vrai qu'on leur pose la question, on leur dit mais d'où ça vient, et elles évoquent la famille aussi. C'est-à-dire que c'est dans la famille qu'on dit que le garçon il sera ingénieur et les filles, on a plus tendance à les orienter vers du soin, ou le care. Voilà. Bon. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Mais je pense qu'il y a aussi des questions de méconnaissance en fait des métiers. Et c'est vrai que se représenter, nous, elles nous disent, mais c'est quoi être ingénieur, hein, c'est quoi être ingénieur? Et la méconnaissance des métiers et des modèles masculins ou féminins. Voilà. Après, en termes, est-ce que certains intervenants dans les écoles, je pense que c'est de moins en moins. Dans mon expérience, je sais que, moi quand j'étais au lycée, puis qu'on est orienté, moi je voulais être ingénieur agronome, et on m'avait dit, oh mais c'est très difficile. Et je dis, mais ok, mais ça me fait pas peur. Et en fait, est-ce que la réaction aurait été la même avec un garçon ? Est-ce qu'on lui aurait dit, attention, c'est très difficile, il faut faire des prépas. Voilà. Donc, je pense que les personnels sont de mieux en mieux formés à ces questions-là, mais je vais vous laisser répondre. Et il ne faut pas négliger de former aussi les parents sur ces sujets. Merci. Monsieur Kaufmann ? Je ne vais pas répondre, sinon ma démonstration que les garçons prennent plus souvent la parole que les filles risque d'être. Non, sur ces questions-là, ce qui est certain, c'est qu'on parle des actions de formation, vous avez aussi la place des femmes en sciences dans les programmes, dans l'histoire. Ça fait partie de la formation des anciens parce que ils ne le savent pas forcément, ça a été invisibilisé souvent, comme on dit. Donc il y a beaucoup à faire sur ces questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole, justement. Madame Trella, un dernier mot sur le sujet ? Pas de choses à rajouter sur ce sujet. Je vous remercie. Vous est-il arrivé d'être confronté à des blocages dus à ces stéréotypes, que ce soit en classe ou lors des actions auprès des jeunes ? Madame Ajaka ? Non, parce que je ne travaille pas forcément avec des jeunes au quotidien, vu que mon métier, c'est plutôt... ils sont déjà arrivés, hein, j'ai une société, des ingénieurs. En revanche, je peux faire un petit retour d'expérience, parce que j'ai discuté de cette table ronde avec mes filles, notamment avec les deux jeunes. J'ai une en terminale et une en troisième. Et ce qui m'a été reporté, effectivement, en fait, ça fait écho à votre
la question d'avant. C'est parfois, les profs sont peut-être inconscients, oui, ils véhiculent ce stéréotype de genre de manière inconsciente. Notamment avec ma fille qui est en terminale, quand elle était en 5e, ça l'avait beaucoup marqué parce qu'elle est brillante en maths. Ils avaient tout un groupe des brillants en maths, elle en faisait partie. Et la prof avait tendance, quand il terminait les questions, les exos, la prof avait tendance de donner des exos supplémentaires. En revanche, elle n'avait pas des exos supplémentaires. Elle donnait aux garçons. Et pourquoi? Je connais très bien cette prof. Je pense que ça n'est pas du tout sexiste, mais c'est inconscient. En fait, c'est pour aussi peut-être calmer les garçons qui ont tendance plutôt à chahuter. Et elle, vu qu'elle est calme, elle est de nature calme, mais elle me l'a pas sortie il y a 5 ans. Elle me l'a sortie aujourd'hui. Elle est en terminale, elle me l'a sortie aujourd'hui, mais je pense qu'elle l'a toujours mal vécu quelque part. Pourquoi elle était mise à l'écart? Jamais donné des exos supplémentaires. Pourtant, elle était dans le groupe de tête, comme ils étaient 5 ou 6 dans le groupe de tête. Les autres, les garçons avaient et pas elle. Ça l'avait marqué. Pareil, ma jeune, la celle de 3e, c'est au niveau du sport. Elle chamaille, elle est assez punchy, elle sort. Et là, au niveau du sport, elle le remarque tout le temps. C'est que le côté, oui, on va pousser les garçons, c'est peut-être beaucoup plus marqué chez les professeurs de sport que chez les professeurs de mathématiques. Oui, effectivement, on peut véhiculer. Après, mes filles, je ne pense pas qu'elles sont ni bloquées, ni... Voilà. Je n'ai pas fait un grand échantillon, j'ai fait juste un lab avec mes 2 filles qui sont chez moi à la maison. Voilà, ce n'est pas un grand échantillon, mais j'ai quand même discuté et j'ai trouvé ce retour d'expérience intéressant à partager avec vous. Merci. Madame Trella, avec votre expérience dans l'association Femmes et Sciences, avez-vous une réponse à apporter à cette question? Via Femmes et Sciences, pas nécessairement, je vois pas. Mais d'expérience, j'ai pas eu de blocage avec les stéréotypes. Encore une fois, moi, mon métier, c'est très masculin en pyrotechnie, donc il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais ce que j'ai pu constater quand j'avais des stagiaires, par exemple, c'est bon, il y avait, c'était assez équilibré entre filles et garçons. Et bon, les expériences peuvent être un peu, il y a toujours un risque d'inflammation, d'une poudre ou du gaz. Tant qu'on explique les choses, qu'on rassure, je trouvais que les filles étaient aussi volontaires et courageuses que les garçons. C'était, encore une fois, je vous dis, c'était assez équilibré. Donc, à mon avis, c'est vrai, ça dépend aussi des personnes qui sont là pour transmettre, rassurer et faire attention à ne pas véhiculer ces stéréotypes qu'on a un peu en nous, des fois. Voilà. Naturellement, parfois, on se dirait, je vais peut-être plus montrer une recette à ma fille qu'à mon garçon, mais non, en fait, il faut essayer d'y penser, plus en plus. Voilà. Allez-y, je vous en Oui, prie. un mot sur les blocages, parce que donc moi, en tant qu'enseignant, au collège et au lycée, et on a parlé des stéréotypes qui pouvaient évidemment qui arrivent dès le plus jeune âge, mais au moment de l'adolescence, ils peuvent être aussi un peu assez exacerbés. Et puis en plus, le nouveau lycée demande aux élèves de choisir assez tôt, donc en seconde, à partir de la seconde. Et beaucoup de filles, c'est par rapport aux mathématiques, ça n'est pas fait pour moi. Alors que moi, je vois très bien que, non seulement les compétences, mais l'appétence, quoi. Je veux dire, ça n'est pas fait pour moi. Donc l'élève exprime une parole personnelle, mais il n'empêche que derrière, il y a une ambiance, il y a la société, il y a les parents. Il y a eu une étude qui a été faite par l'Epitech il n'y a pas longtemps, sur justement l'influence il y a eu un sondage avec élèves et lycéennes et leurs parents, et lycéens aussi d'ailleurs. Et on s'est aperçu que les parents étaient, influenceurs plutôt négativement en fait. C'est-à-dire que d'abord, sur l'orientation, on fait tout un travail à l'éducation nationale, mais c'est les parents qui restent les principaux influenceurs sur l'orientation. Et ces stéréotypes sont bien présents. Je peux vous donner aussi un exemple, c'est que quand j'étais professeur, on a les rencontres parents-professeurs. Lors des rencontres parents-professeurs, vous pouvez avoir le père qui vient voir uniquement les matières scientifiques, les professeurs des mêmes. Donc moi, je voyais que le père en maths, et puis mes collègues sciences physiques, etc. Et puis la mère va rencontrer les professeurs des sciences humaines. Ça, je l'ai constaté, vous voyez, des choses comme ça. Ça clairement, ça ne va pas forcément aider. Autre chose aussi, les bulletins scolaires.
Il y a une jeune chercheuse qui s'appelle Marion Menet qui a étudié, alors les bulletins scolaires sont privés, mais pas les livrets scolaires. Enfin bon, c'est une petite nuance, mais elle a étudié vraiment des milliers de livrets scolaires en regardant un petit peu, en distinguant justement si l'élève était fille ou si l'élève était garçon. Et vous pouvez souvent, et j'ai pu le constater aussi, en mathématiques, vous pouvez avoir en mathématiques un 14 sur 20 en mathématiques. Pour une élève fille, vous allez dire, bon trimestre, élève soigné, organisé, vous voyez, des choses comme ça. Pas sur la compétence même en mathématiques, mais plutôt sur l'organisation générale du travail. Et sur un garçon à 14, vous pouvez très bien lui dire correct, n'exploite pas tout son potentiel. Voilà, ça peut aussi. Et vous voyez un peu ce qui peut se mettre en place aussi si jamais vous avez de tels feedbacks. C'est pas forcément très. Et les garçons, on va plus leur dire oui, bonne capacité en résolution de problèmes. On va rentrer vraiment dans la compétence. Et moins, c'est ce qu'elle a constaté, moins chez les filles. Après, il y a aussi la distinction, est-ce que le professeur est homme ou est-ce que le professeur est femme? Et ça joue beaucoup. Par exemple, vous parlez de la nouvelle spécialité où il y a peu de femmes, il y a peu de filles en NSI en première, mais si la professeure en amont, en SVT, encore une nouvelle spécialité, est une femme, et si la professeure est de la NSI, la présente en seconde, ça joue énormément. Ça joue énormément. Je vous remercie. Pour finir, pensez-vous qu'il y ait réellement un moyen de rendre nos cursus égalitaires? Je vais vous laisser donner votre avis à chacun votre tour. Allez-y, je vous en prie, Madame Bellon-Morel, par exemple. Alors nous, donc, on est un centre de recherche, donc on va travailler avec nos atouts, enfin ce qu'on peut faire par rapport aux écoles et aux collèges. Et en fait, comme on vous l'avait dit, enfin, ça commence très tôt, et donc on s'est dit qu'il fallait agir le plus tôt possible. Et une manière de faire le lien science-société, bon, il y a la fête de la science, etc., mais c'est assez ponctuel. Mais un des leviers, c'est le stage d'observation de 3e, parce que là, tout n'est pas encore joué. Voilà. Et donc, on a monté donc il y a INRAE, l'université, c'est à Montpellier, donc l'université de Montpellier et 3 autres centres de recherche, il y a le CIRAD, l'Institut Agro et puis l'INRIA, une opération pour inciter les filles à découvrir le numérique. Donc ça s'appelle DigiFilles et on offre des dizaines de stages à des filles pour qu'elles viennent dans nos labos et qu'elles découvrent le numérique. Et là, donc elles découvrent des choses et puis nous aussi, et c'est assez merveilleux parce qu'en fait, il y a ce dialogue qui apparaît. Donc les petites informations que je vous donnais tout à l'heure, c'était par exemple cette semaine on en avait 8 là qui étaient avec nous, et donc effectivement elles découvrent des mondes. Qu'est-ce que c'est être ingénieur? Alors on les fait aussi rencontrer tous les métiers de la recherche, ça va de tous les métiers scientifiques, mais aussi les métiers d'appui, c'est important, hein. Et on les fait un petit peu travailler, donc découvrir Arduino, enfin le numérique. Et alors elles se régalent, elles se débrouillent très très bien. Et j'espère que grâce à ça, elles auront envie et confiance en elles pour ensuite s'engager dans ces formations en informatique, enfin sur le numérique. Et c'est vraiment, voilà, ce qu'on essaie de leur dire, c'est allez-y, osez, découvrez, osez, et puis allez-y. Il n'y a aucun risque en fait à aller s'inscrire dans ces options, et au contraire, elles réussissent plutôt bien. Voilà, et puis on les interroge aussi sur qu'est-ce qui, d'après vous, peut faire changer les choses. Et donc, par exemple, on leur a fait faire des petits jeux là, avec des post-it. Donc, comment inciter les jeunes filles à découvrir le numérique? Ça serait la science, ça serait pareil, hein. Voilà. Alors, elles nous disent des choses intéressantes. Pendant les cours, montrer autant d'expériences réalisées par des femmes que par des hommes. On en a parlé sur les modèles féminins. Voilà. Après, bon, il y a pas mal de choses autour de proposer des journées portes ouvertes pour les filles. Alors bon, on prendra tout le monde, hein, si on fait des journées portes ouvertes. Voilà, leur faire rencontrer des femmes qui travaillent dans le numérique, faire découvrir les métiers des femmes, les encourager des différents métiers, les encourager en leur parlant des différents métiers. Donc ça, c'est tout ce qui est, je dirais, de l'ordre de l'information, hein, et des modèles féminins.
Et puis après, bon alors je vais me tourner vers Alexis. Voilà, donc elle réclame des cours de numérique au collège et au lycée. Donc au lycée, tant mieux, il y en a de plus en plus. Faire des stages de troisième et de seconde pour découvrir les métiers du numérique. Et il y en a même qui réclament des stages pendant les vacances scolaires. Vous voyez jusqu'où voilà, ça va. Ajouter une matière pas obligatoire dans le numérique, faire des ateliers numériques au CDI du lycée. Bon. Et puis, donc ça c'est vraiment, je dirais, des actions assez fortes, enfin assez actives, mais aussi dans les ordinateurs du lycée qui sont offerts aux lycéens, installer des logiciels de programmation, mettre à disposition des salles avec des ordinateurs, donc faciliter cet accès au numérique, mais on est femme en sciences et donc ça serait pareil avec d'autres expériences. Voilà. Et dernier point, donc en fait, lorsqu'on les reçoit, alors il y a le CNRS qui a fait une petite BD qui est super, qui s'appelle Les décodeuses du numérique, qui est téléchargeable. Enfin, je vous encourage vraiment à aller voir ça. Et donc on leur distribue ça et puis on les interroge. Il y a 12 chercheuses en fait qui ont été dont le portrait est dressé sous forme de BD. C'est super bien fait, c'est vraiment chouette. Et donc on les interroge là-dessus à la fin. On leur demande qui elles ont préféré, pourquoi. Enfin bon, qu'est-ce qui les a interpellés. Et alors cette BD, ça leur a vraiment plu et voilà, elles voudraient qu'il y ait plus de BD sur les femmes, le numérique, au CDI à disposition et plus généralement dans les espaces publics. Voilà, donc il y a pas mal d'idées qui viennent de la base, hein, et puis peut-être qu'ils ne sont pas complètement impossibles à mettre en œuvre. Merci, je transmettrai au ministre. Non, ces idées sont excellentes. Mais d'ailleurs, par exemple, les décodeuses, on soutient la BD qui est pour prendre un peu de, comment dire, on s'est fixé un objectif chiffré parce qu'en même temps, on s'inscrit vraiment dans le long terme. Il faut être patient aussi, je pense. Il y a quand même un avant et un après MeToo. Et je pense qu'à long terme, on devrait quand même, les situations devraient quand même s'améliorer. Moi, je vois que on me sollicite très souvent, de par mon positionnement, Alexis, voilà, on fait une conférence sur le numérique, on n'a que des hommes, est-ce que tu ne connaîtrais pas sur ce sujet, tel ou tel terme? Parce que vraiment, s'il y a une conférence où il n'y a que des hommes, là, avant c'était bon, on ne se posait pas vraiment la question. Là, aujourd'hui, vraiment, voilà, spontanément, j'ai envie de dire, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce que je veux dire, on s'inscrit à mon avis, sur le long terme. Il faut être aussi patient. Par contre, 15% de filles dans le numérique aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire cette situation. Là, la filière est complètement en tension. Nous, on travaille beaucoup avec la Fondation Femmes Numérique. Son slogan, c'est pourquoi se priver de 50% des talents, point d'interrogation. Ouais, ça veut bien dire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc sur le temps long, mais alors sur le temps court, nous, alors c'est un objectif, je vous ai parlé de 15% de filles en NSI, vous avez aussi en sciences de l'ingénierie, enfin vous avez de tels chiffres comme ça, et donc notre objectif c'est au moins 30% de mixité dans toutes les filières, toutes les spécialités sur 5 ans. Alors ça marche aussi dans l'autre sens, parce que si vous avez 15% de filles dans le numérique, c'est aussi parce que vous avez 80% de filles en humanité, en d'autres spécialités, etc. Donc là aussi, il y a un déséquilibre qui a ses conséquences. Et donc pour ce faire, typiquement, on engage des actions sur les stages, effectivement. On soutient des associations aussi. Les rôles modèles, c'est-à-dire inviter, faire rencontrer des femmes inspirantes, ingénieurs, chercheuses, etc. Ça fonctionne très très bien. Plus c'est proche de l'âge des élèves, mieux c'est. Alors si en plus vous avez des étudiants, des jeunes étudiantes qui viennent dans les classes, ça fonctionne extrêmement bien. Des ex-élèves du lycée, ça fonctionne très très bien. Donc ces actions-là, la communication, représentation, il faut faire attention aussi au visuel. On fait il y a eu par le passé, il y a eu certains excès ou dans les manuels, etc. On fait vraiment très très attention à ça. Les critères de recrutement peuvent évoluer aussi. C'est-à-dire que, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, oui, alors, comme on a plus favorisé les garçons. Je m'excuse, je suis trop bavard en fait. Je termine. Comme on a beaucoup, on a engagé les garçons un peu à bidouiller, plus que les filles quand ils étaient enfants, adolescents. Alors il y en a qui ont plus de compétences de geek, un petit peu, c'est vrai, et qui savent plein de choses en arrivant dans les écoles d'ingénieurs. Peut-être plus que les filles, parce qu'ils ont été peut-être plus encouragés par leurs parents, par la société. Mais que les écoles est présentes, parce qu'une école, post-bac, elle est là pour les former ensuite. C'est pas la peine qu'ils arrivent avec plein de compétences. Donc peut-être qu'on peut, voilà,
si les filles sont motivées, peut-être, voilà, un petit peu, je ne vais pas parler de quotas, hein, je ne parle pas de quotas, le sujet est sensible, mais en tout cas, voilà, avoir ceci présent à l'esprit. Cette semaine, et je termine, cette semaine j'étais dans une école qui s'appelle l'ADA Tech School, une école d'informatique, 70% de filles dans cette école. Parce que c'est une école qui se revendique inclusive et féministe, etc., qui a été créée par une femme. Et alors qu'il y a ce positionnement-là, c'est très particulier, c'est très original, mais comme quoi on peut y arriver. Je vous remercie. Madame Ajaka? Oui, je pense qu'on peut y arriver et on fait tout pour y arriver. Et c'est d'où notre présence ici, nous toutes aujourd'hui. Et merci beaucoup Véronique parce que le travail que vous avez fait avec vos échantillons qui est assez représentatif. Et effectivement, il manque à mon sens beaucoup de rôle modèles dans les manuels scolaires. Et si on regarde les manuels scolaires dans les maths, on a pour un personnage féminin, on a 5 hommes. Et pourtant, dans l'histoire, aujourd'hui, si on revient en arrière, il y a beaucoup de femmes qui ont joué des rôles qui sont très très importantes en mathématiques. Et si je reparle, j'ai pris un exemple en préparant cette intervention. L'exemple qui m'est venu, qui m'est sauté tout de suite aux yeux, c'est pour casser le stéréotype de geek et casser le stéréotype qui est autour de le métier numérique, c'est Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, c'était une femme hors pair, une femme qui était élue la plus belle femme de son temps. Elle est entre 1914 et décédée en 2000, magnifique actrice, inventrice hors pair. Avec Georges Attel, en 1942, elles ont breveté ce qui était à la base la technique de Wi-Fi et de Bluetooth, qu'on utilise tous au quotidien. Et on ne peut pas, ça n'a rien à voir avec les geeks, ça suffit juste de montrer la beauté de cette femme et la technologie, l'inventrice. Et ça casse tous les stéréotypes. Et c'est des femmes, et on a des exemples des femmes qui ont avancé à travers l'histoire, et il y en a beaucoup. Ça suffit d'en parler, il faut en parler pour que nos jeunes filles puissent se projeter dans ces rôles modèles, et puissent dire, oui, moi je peux être comme elle. Et puis l'image, c'est pas juste l'introverti qui est derrière son écran en train de... Il faut casser cette image. Cette image, elle est collée au pot de l'informatique, il faut la casser parce que c'est pas ça. Et aujourd'hui, parce que c'est vraiment dommage, on est dans une société où les femmes s'affirment de plus en plus. On est partout, les femmes, on prend de la place de plus en plus. Dans la société occidentale, je reste sur la société occidentale, le rôle des femmes, l'histoire va dans le bon sens. En revanche, et c'est paradoxal, en informatique, on va dans le mauvais sens. Et c'est paradoxal, pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui se numérise de plus en plus. Qui entre nous n'a pas un smartphone à la main ? Qui entre nous n'a pas utilisé 20, 30 fois dans la journée une appli, un réseau social ? Mais qui parle de l'appli parle des algorithmes derrière. Et qui fait l'algorithme, c'est les hommes ou les femmes. Et malheureusement, le peu de femmes qu'il y a derrière, effectivement, c'est les hommes majoritairement qui ont... Et puis derrière, il y a un biais sexiste, c'est pas parce que les hommes sont mieux que les femmes sont... Non, pas du tout, on est complémentaires. On rajoute, c'est pour cela qu'on peut trouver des biais sexistes sans le vouloir, en fait, inconsciemment, parce qu'on développe l'algorithme, on l'écrit à notre image. Ce que nous pensons, c'est pour cela qu'il faut de la mixité, c'est primordial aujourd'hui plus que jamais que les filles viennent vers le numérique. C'est là où c'est plus que jamais, il faut les attirer. Et effectivement, merci Véronique de tout ce travail. Merci Alexis, si vous pouvez remonter ça au ministère, parce que c'est très très important que toutes ces petites actions, ça se passe en fait millimètre par millimètre, tout ce travail. Ça ne se fait pas d'un jour au lendemain, là, on ne va pas tout faire d'un jour au lendemain, mais en revanche, il y a un travail de fond qui est très important à faire. Il faut faire venir les filles dans le numérique. Bon, merci beaucoup. Madame Trella ? Moi, je suis assez optimiste aussi. Quand je vois toutes les actions, et c'est vraiment génial ce que vous faites. Et j'ai retenu l'idée de la BD, parce que je trouve ça top. Et c'est vrai que les BD, pour transmettre, témoigner, rendre hommage à des femmes scientifiques, par exemple, raconter une histoire, ou alors présenter un métier, tout simplement. Moi, ça me donne des idées là, pour mon métier dans les explosifs. Voilà, on fait ce qu'on peut, mais je trouve que de nos jours, merci pour en tout cas cette conférence, parce qu'il faut y croire et puis il faut continuer, quoi. Tout à fait. Oui. Je vais faire un appel. Voilà. Donc effectivement, Digifi, vous avez dit c'est millimètre RADA, et c'est vrai, on a fait un premier pas, mais on voulait quand même
que ce premier pas il soit massif, c'est-à-dire cette année on va avoir 90 filles à Montpellier. Alors bon, on pourrait se dire oh, c'est pas beaucoup par rapport, mais on a arrosé sur tous les collèges et puis c'est la première année, c'était pilote. Voilà. Et en fait, l'an prochain, ce qu'on voudrait, c'est, enfin, il y a déjà des entreprises qui nous ont dit mais comment on va faire pour participer? On veut participer. Alors ça c'est super aussi parce que le monde de l'entreprise et bon, surtout, on touche aussi des collèges qui ne sont pas forcément des collèges favorisés. Donc, ça peut être aussi des jeunes filles qui auraient eu mais 0% de chance d'aller... c'est compliqué les stages de troisième. Hein. Souvent, on prend le petit-neveu, le fils du voisin. C'est toujours un petit peu compliqué d'avoir... Et là, on les a organisés de manière à ce que la tutrice, hein, en fait, ce sont des tutrices donc, qui prennent en charge les jeunes, mais en fait, il y a tout un parcours qui est aussi organisé par la com de nos établissements et ils rencontrent aussi des hommes, mais ce modèle de la tutrice, c'est quand même important. Et donc, l'an prochain, on va voir des entreprises de la région Montpellier-Rennes qui vont aussi s'associer à cela. On travaille avec le rectorat pour nous aider parce que, de toute façon, on rencontre que des gens qui sont très très positifs par rapport à cette opération et puis on va essayer de la déployer aussi mais de manière vraiment pas à pas donc dans 2 autres villes sans doute autour de Tours, Angers, de Rennes, voilà, pour toujours pareil voir ce qui ne va pas, régler ce qui ne va pas et puis faire avancer pour offrir ailleurs des stages à ces filles et puis qu'elles viennent découvrir et qu'ensuite ensuite on les encourage. Alors après on pourrait aller encore plus loin, faire des programmes de mentorat pour qu'elles puissent avoir des retours, enfin des référentes avec qui discuter. Bon, mais on fera ça petit à petit, et puis avec les associations, donc Femmes et Numérique ou Femmes et Sciences, pardon. Je vous remercie. Un dernier mot, Monsieur Kaufmann? Je vous demandais si vous vouliez prendre la parole une dernière fois. Merci beaucoup, effectivement, oui. Je voulais juste... J'organise bientôt un événement où j'invite une femme qui s'appelle Agnès Crépet, qui est ingénieure développeuse en longévité logicielle sur un projet qui s'appelle le Fairphone. Le Fairphone, c'est un smartphone un peu différent, qui est recyclable, réparable, open source, qui ne vous piste pas, etc., qui est un projet européen à Amsterdam. Et Agnès Crépet, elle a un parcours de scientifique, et puis elle a travaillé dans la banque à New York. Et c'était un emploi, comment dire, c'est un métier, un job de rêve, comme on dit, mais au bout d'un moment, elle donnait plus de sens à ce qu'elle faisait. Et quand elle raconte ça, donc là maintenant elle est sur un projet qui est vraiment vertueux, qui est écolo, et puis en plus c'est toute la chaîne qui est interrogée, c'est-à-dire que quand vous fabriquez un smartphone, vous avez des métaux, et les métaux ils peuvent être, les enfants peuvent être exploités pour les extraire dans certains pays, etc. Tout ça c'est regardé. Et quand Agnès Crépet intervient devant les élèves, vous n'avez même pas la peine de dire que c'est une femme, hein, c'est juste un témoignage de quelqu'un qui est inspirant, qui est sur des projets engageants, transformants, allant dans le bon sens. Et on parle un peu de tech for good pour résumer, mais c'est vrai que ça donnait du sens à la tech qui pourrait être transformante pour la santé, pour l'écologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important et ça peut contribuer à ce qu'il y ait davantage de filles qui s'orientent dans le numérique. Je vous remercie. Maintenant, la parole est à vous. Si jamais vous avez des questions, nous avons Tiffaine qui va passer dans l'amphithéâtre afin de vous donner le micro et poser vos questions aux intervenants, à quelqu'un en particulier ou à tout le monde. Y a-t-il des questions? Bonjour, je me présente Claire Favre, je suis référente égalité à l'Université de Paris à la Faculté des Sciences. Et en fait, on a mis en place cette année également, en lien avec la mairie du 13e arrondissement, un partenariat avec les collèges pour faire venir également les jeunes filles dans les composantes scientifiques de l'université. Donc on a démarré cette année. On a pris 20 collégiens et collégiennes, puisqu'on a on a décidé de faire moitié filles, moitié garçons, pour que tout le monde adhère à ce projet. Et en fait, je me faisais la remarque en vous entendant parler du projet DigiFi, est-ce que ça n'aurait pas un sens d'essayer de faire un suivi de toutes ces collégiennes qu'on a
pour voir justement quelle est l'influence sur la suite. Et ça pourrait peut-être nous aider justement à être plus fortes et à montrer que ce qu'on dit, que ça commence très jeune et que sans doute il faut intervenir au collège parce qu'après c'est trop tard. Au lycée, à l'université, je pense que c'est déjà trop tard. Donc, pour moi, effectivement, il y a avant, dans les écoles primaires, maternelles, mais bon, au collège, il y a encore une marge de progression. Et donc je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas collectivement essayer de mettre en place un suivi de cohorte de ces jeunes filles qui pourraient donner du poids ensuite à ces programmes. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, alors vraiment, ça serait super. Donc, je ne sais pas comment on peut le faire. Voilà, c'est vrai que chaque fois, ça rajoute un petit peu de travail, de complexité, etc. Donc, on était vraiment, nous, partis dans cette logique des petits pas avec l'Université de Montpellier INRAE. Mais si vous avez des idées sur la manière de le faire, c'est vrai qu'on est en contact, en discutant avec Alexis, avec la DRAN, donc le rectorat. Mais voilà, on voulait aller petit à petit, mais ça serait vraiment super. C'est-à-dire, quel est l'impact? Voilà. Et au-delà, donc ça serait suivre les cohortes, et au-delà, je parlais du mentorat, c'est-à-dire de continuer à garder un lien avec ces jeunes filles. Donc peut-être dans les prochaines cohortes, mais si vous avez des idées sur la manière de le faire, on est en train justement de collecter ces idées pour changer un petit peu de dimension dans les années qui vont suivre, pour que ça se déploie ailleurs. Nous, ce qu'on dit c'est Anne Laurent à l'Université de Montpellier qui porte avec moi elle est vice-présidente à la science ouverte et elle est en plus prof en sciences des données, donc voilà. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on veut être copié, hein, donc voilà. Oui, alors suivi cohorte, effectivement, c'est les opérations de mentorat. On développe ça avec des associations. Hein. Je peux vous donner des noms. C'est un travail c'est un engagement, un travail de longue haleine, mais qui porte vraiment, ses fruits. Ça me fait penser à d'autres actions qui peuvent être. Là, c'est mixte. C'est vrai qu'il y a aussi des actions où, par exemple, nous, on va recevoir bientôt des groupes de lycéennes au ministère, en fait, sur la journée du printemps de l'orientation. On fait visiter à des groupes de lycéennes tous les ministères, dont le nôtre, celui de l'éducation, en leur proposant de visiter les locaux, mais de rencontrer des personnes qui sont dans le numérique, qui travaillent dans le numérique au sein de ces ministères, notamment des femmes qui sont dans le numérique au sein des ministères. Ça aussi, c'est intéressant, puis ça peut leur permettre un petit peu peut-être de modifier certaines représentations qu'on a du ministère et du numérique. Un dernier projet qu'on mène, qu'on soutient, c'est l'opération Les Journées Filles, un maths, info, une équation lumineuse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous prenez des lycéennes, vous les sortez de leur lycée, vous les amenez sur un lieu du supérieur, une université, un institut, etc. Et vous leur proposez une journée enfin, ce sont les associations qui proposent une journée très bien rythmée avec des conférences, mais aussi des ateliers, des speed meetings, speed dating pour rencontrer beaucoup de profils différents de femmes qui travaillent au sein de ces universités. Et là aussi, par rapport à la représentation du chercheur peut-être un peu poussiéreux, il y a une pièce de théâtre, c'est extraordinaire. Moi, ils appellent ça une pièce, un débat, enfin théâtre forum, où les acteurs balaient, mais alors tous les stéréotypes en une demi-heure, les stéréotypes à l'école, les parents, la société. Et évidemment, ça fait réagir les élèves parce que et comme ça fait réagir les élèves après, on leur demande pourquoi et les acteurs, la troupe invite les élèves, les lycéennes. En plus, il n'y a que des filles, donc elles se sentent beaucoup plus, elles y vont sur scène. Elles vont sur scène, elles rejouent la scène. Et moi, je l'aurais pas joué comme ça, je la joue comme ça. Et elles rejouent la scène et elles osent parce que c'est très bienveillant et parce qu'il n'y a que des filles dans le public, ça aide. Et voilà. Et ça, ce sont alors c'est lourd à organiser, hein, mais par contre, ça porte vraiment ses fruits. C'est assez extraordinaire. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions ? Je suis du coup étudiant en histoire et philosophie des sciences à l'Université de Paris. Et j'avais une question par rapport à la formation des enseignants dont vous parliez, parce que vous disiez que ça se joue aussi beaucoup en dehors de la salle de classe et ça se joue beaucoup dans la famille, dans la société. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce ne serait pas pertinent, en plus de former les enseignants, aussi de prévoir de former les élèves
sur tous ces stéréotypes, tous ces préjugés qui les bloquent, parce que finalement, ceux que ça bloque plus, c'est pas tellement les enseignants, c'est les élèves qui sont vraiment bloqués par ces préjugés, par ces stéréotypes. Et c'est pas du tout prévu dans les programmes scolaires d'avoir le temps de parler de ça, d'avoir vraiment un temps pour déconstruire ces préjugés. Du coup, je ne sais pas, est-ce que ça ne pourrait pas être une action pertinente aussi d'avoir le temps en classe et des gens formés pour le faire, pour accompagner les élèves dans une réflexion autour de ça, et pas seulement les enseignants, mais aussi les élèves. Comment dire, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'exemples qui ont été cités. C'est vraiment, on actionne de différents leviers, évidemment, donc les enseignants, mais évidemment les élèves, on en parle. Les enseignants sont sensibilisés à en parler, et puis c'est aussi dans les programmes, l'égalité entre les filles et les garçons, c'est dans les programmes. Vous avez à différents niveaux, ça commence dès le primaire, donc je vous citais le projet là, de la journée pour les lycéennes à l'université. C'est accompagné d'un livret pour les parents, parce que mine de rien, il faut faire comprendre aux parents pourquoi leur fille va aller avec un autre groupe de filles à l'université, uniquement des filles. Ça peut aussi tendre, hein, c'est quand même un atelier non genré, comme on dit. Et ce livret-là, il est à destination des parents, il est sorti du contexte du projet, et vraiment, il est très très intéressant comme source d'information pour les parents. Donc il y a aussi les parents, c'est tous azimuts, j'ai envie de dire. Si je peux me permettre, la responsabilité, elle était plutôt collective. C'est-à-dire, c'est pas juste les enseignants, les élèves, c'est toute la société qui doit bouger. C'est à travers tout, à travers les médias, à travers les bandes dessinées, les dessins animés, à travers les films, à travers... C'est cet ensemble de petites choses qui doivent bouger pour qu'on puisse, dans des décennies, arriver à bouger les stéréotypes. Parce que les enseignants, aujourd'hui, on leur demande beaucoup de choses. C'est pas leur rôle, c'est pas que les enseignants qui font l'éducation, c'est pas que les parents qui font l'enseignant, c'est l'écosystème dans l'ensemble qui avance les schmilblick. Et il ne faut pas pointer, parce qu'aujourd'hui, je pense, on demande beaucoup de choses aux corps enseignants. On ne peut pas aussi leur demander de détricoter les stéréotypes. On peut les sensibiliser, mais leur rajouter du cours, je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire, en demandant tellement de choses aux enseignants, mais c'est l'ensemble, c'est nous tous. C'est la responsabilité, elle est sur nos têtes, à nous tous, je pense. Je vous remercie. D'autres questions ? Bonjour, donc moi je suis Catherine Beaumont, je suis déléguée à la parité et à la lutte contre la discrimination à INRAE. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit sur DGFI. Donc je remercie toute l'équipe, donc Véronique Bellon-Morel en premier, et toute l'équipe qui se mobilise. Et je pense que, comme ça a été dit, on peut essayer d'utiliser cette tête de pont comme une action pilote. Et pour rebondir, aller en réseau. Il y a de nombreuses initiatives en province, en Paris aussi, bien sûr, autour des actions vers des collèges, notamment aussi en difficulté. Donc on pourrait faire une action plus large, parce que je pense que beaucoup de personnes sont prêtes à se mobiliser, le font d'ailleurs, mais ce n'est pas tellement visible. Et comme on voit que c'est une politique qui doit se faire sur le long terme, qui implique effectivement une motivation de beaucoup de personnes et pendant longtemps, je pense que si on travaille en réseau, ce sera plus efficace, parce que chacun arrivera plus facilement à se mobiliser, parce que la somme des actions, elle sera plus que juste une addition simple. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être une action concrète et reprendre, et sur lesquelles les gens adhéreront, parce qu'encore une fois, ça pourra juste multiplier l'effet d'actions déjà existantes ou en susciter d'autres. Je m'excuse, je vais répondre. C'est parce que c'est vraiment mon sujet actuellement, c'est-à-dire cartographier les initiatives. On a vraiment beaucoup, on ne se rend pas compte, et du coup on a l'impression qu'il y a énormément d'énergie, énormément de projets, énormément d'initiatives sur le territoire. Donc cartographier ça, avoir des annuaires aussi de personnes à mobiliser, des associations à mobiliser, des femmes à faire venir dans les classes, etc. Donc ça fait partie de mon job actuellement au sein du ministère. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, moi je suis Laurent Serment. En fait, je travaille chez INRIA et je vais être chef de projet d'un programme qui s'appelle Un scientifique, une classe chiche.
Donc en fait, c'est juste pour rebondir effectivement sur ce que vous dites, Monsieur Kaufmann, et ce que dit Madame de l'INRAE, c'est qu'effectivement, enfin moi je prends mes fonctions et je découvre en fait le panel assez large de tous ces dispositifs qui sont mis en place. Enfin nous, concernant Chiche, donc on est aussi avec la DNE, on est avec le CNRS, on a différents partenaires. On cible plus spécifiquement les classes de seconde, mais en fait, quand on voit tout ce qui se fait, je pense qu'il y a effectivement comme une espèce d'offre de service, entre guillemets, globale à proposer pour finalement être dans une sorte de parcours qui puisse accompagner les jeunes depuis le collège jusqu'au lycée avec des formules qui sont parfois légères, comme Chiche, où c'est 1 heure un scientifique dans une classe, des formules un peu plus conséquentes, où c'est 2 jours, où c'est un mentorat sur 1 semaine, enfin il y a plein de choses. Et après, pour la mesure d'impact, alors pour le coup, je ne sais pas si c'est possible ou comment ça se passe ou pas, mais il y a le service statistique de l'éducation nationale, enfin l'ADEP. Je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent être mobilisés pour suivre une cohorte ou faire quelque chose pour voir, mais concrètement, après, derrière, quand les jeunes, notamment les jeunes femmes, suivent ce genre d'opération, dans quelle mesure ça switch, quoi. Enfin, derrière, oui, elles vont faire des études supérieures, oui, elles vont travailler dans le domaine, mais je sais que des cohortes, ça se fait sur les technologies, sur l'usage des technologies, donc pourquoi pas faire une cohorte sur ça, en fait. Une réponse Je crois que je parle beaucoup trop, hein, franchement. Bah Je oui, suis mais désolé. en représentant de l'éducation nationale, c'est normal. Oui, c'est ça. Tout à fait d'accord. Et effectivement, un scientifique, une classe, Chiche qui a un peu souffert de la crise sanitaire, mais c'est un beau projet. C'est pas forcément seulement 1 heure, parce qu'il peut y avoir de la préparation en amont, justement, avec l'enseignant pour vraiment un projet pédagogique. Oui, absolument, tout à fait d'accord. Je disais cartographie annuaire et annuaire aussi territorialisé, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont ancrées dans les territoires, c'est très important de les mobiliser. Et après, si on arrive à être... Et ensuite, effectivement, un parcours sur la question des métriques, de l'évaluation. C'est vrai qu'on manque effectivement de données. Ce qui est certain, c'est quand on discute avec des femmes qui ont choisi les sciences, le numérique, elles vont quand même vous dire il y a eu telle rencontre qui a été importante, que ce soit l'enseignant ou que ce soit justement lorsqu'il y a eu, il y a eu des visites ou des sorties scolaires, il y a eu des choses comme ça qui ont été importantes. On sait que ça peut jouer, quoi. Voilà. Allez-y. Oui, alors les cohortes, voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça serait le Graal. Voilà, nous, on ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire on ne peut pas continuer, mais ça peut être fait par d'autres. Par contre, déjà, ce qu'on va regarder, c'est, tout à l'heure, on parlait des influenceurs, et on va voir aussi comment les jeunes filles qu'on a accueillies vont influencer les autres, et peut-être que l'an prochain, on aura encore plus de demandes de la part de ces lycées, de ces collèges, pardon. Donc, on va déjà regarder ça. Est-ce que cette demande de venir dans nos labos, elle augmente d'année en année? Après, c'est pour ça aussi qu'on fera en sorte que d'autres prennent le relais, des entreprises ou d'autres labos de recherche s'associent à notre opération. Donc on peut déjà regarder cette métrique-là, c'est-à-dire cet effet d'influence de pair à pair, hein, des jeunes vers d'autres jeunes, comment ça fonctionne. Et pas seulement des jeunes vers d'autres jeunes, on a aussi la visite des enseignants. Donc là, il y a les profs qui viennent, qui sont aussi très très enthousiastes. Et je pense qu'ils en parleront encore mieux une fois qu'ils auront fait la tournée. On a lancé ça, bon, on a été très embêtés, on le voulait lancer il y a 2 ans, puis avec Covid, c'était le confinement, donc on ne pouvait rien faire. Donc on l'a lancé uniquement à la rentrée, là, de manière massive. Je vous remercie. D'autres questions à gauche. Bon, tant pis. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour ces échanges que vous avez pu nous donner aujourd'hui. Moi, j'avais une petite question. Alors oui, donc moi, je suis ingénieure en informatique et je travaille pour un cabinet de conseil. J'avais une question par rapport à une remarque qu'avait faite Madame la Présidente de l'AFNEUS ce matin. Je ne sais pas si vous étiez dans la séance plénière de ce matin.
mais en fait, elle nous a informé que suite à la réforme qui avait été faite dans les lycées, il y avait eu 10% de moins de femmes dans les filières scientifiques. Donc ma question, c'est de savoir, donc effectivement là, on a plein de solutions, plein de choses positives qui arrivent, mais par rapport à cette réforme-là qui a été faite donc, il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que ça diminue le nombre de femmes dans les filières scientifiques, qu'est-ce qu'on met en place pour corriger ce point-là? Et aujourd'hui, je ne suis pas non plus en capacité de savoir pourquoi ça a diminué, et du coup, qu'est-ce qui serait à mettre en place pour corriger justement cette partie-là? Merci beaucoup. Bon, bah, c'est encore pour moi, puis en plus c'est une question piège. Merci beaucoup de l'avoir posée. Donc, effectivement, on a constaté que on va dire que la réforme n'avait pas amélioré la situation. On va le dire comme ça. Parce qu'il y a certains, certaines personnes, notamment des hommes, peuvent me dire, so what, après tout, on leur laisse le choix. Voilà, les filles ont décidé comme ça, il y a 15% en numérique, il y en a 80% en humanité, elles ont le choix, elles sont libres, voilà. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, parce que est-ce qu'elles sont vraiment libres du choix? On a évoqué tous ces stéréotypes qui peuvent, conscients, inconscients, de la société, des parents, des camarades, des enseignants et des enseignants, évidemment. Ce qui est certain, c'est que voilà, on leur demande, c'est vraiment au moment, c'est 15 ans, c'est en pleine adolescence, c'est compliqué, etc. Et se projeter très loin, c'est aussi très compliqué. Et comme les matières, les maths, etc., c'est un peu aride. Voilà, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut. En tout cas, on travaille à améliorer la situation qui effectivement doit être améliorée. Je vous remercie. Apparemment, dans la nouvelle réforme, parce que la question a été évoquée avec le ministre il n'y a pas si longtemps, ils vont remettre dans le tronc commun des maths, parce que effectivement l'absence des maths, c'est quelque chose de catastrophique. C'est-à-dire il y a des gosses qui, à partir de seconde, ils font plus du tout de maths. Et là, apparemment, il est question de remettre dans le tronc commun 2 heures de maths. Là, je reprends toujours sous ma casquette de maman, parce que je suis ça, j'ai une fille terminale et effectivement, le programme en maths pour la nouvelle réforme, il est plus dur que l'ancien programme. Et après la réponse ça je réponds à la place de monsieur le ministre, là, c'était ce qu'il a évoqué, c'est qu'effectivement, en fait, vu qu'il y a pas mal des filles qui partaient, je trouvais ça pertinent, parce qu'il y a pas mal des filles, en fait, qui partent dans les sciences plutôt SVT, parce que, je ne sais pas, dans la réforme de maths, vous savez, il faut choisir dès la seconde, il faut choisir, c'est maths, SVT, physique, et après, il faut lâcher une matière pour la terminale. Ça, c'est la réforme telle qu'elle est aujourd'hui. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal des filles qui choisissent d'aller plutôt vers les filiales de médecine, vers tout ce qui est médical, et effectivement, ils choisissent physique et SVT, et ils prennent maths complémentaires. Effectivement, le nombre des filles, dans ce cas-là, baisse en maths. Mais est-ce que c'est logique? Je trouvais la réponse, elle est logique. Je suis ni pour ni contre, je suis apolitique, mais je trouvais que la réponse, elle est plutôt logique par rapport à ce que je vis, moi, avec mes filles au quotidien. Ça, c'est juste ma petite fenêtre. Je vous remercie. Il y a aussi, vous pouvez, comment dire, les Américains ont une approche par ce qu'ils appellent le STEAM, science, technologie, ingénieur, art et mathématiques. Une approche, voilà. C'est assez séduisant, c'est assez porteur. C'est pas juste marketing, je veux dire, mais on pourrait aussi, parce que nous, malheureusement, en France, on souffre beaucoup de la dichotomie, les littéraires, les scientifiques, c'est ancré culturellement. Là, c'est très prégnant, et là aussi, on peut essayer d'actionner certains leviers. Merci. Une dernière question? Bonjour, donc Cécile Fabre, je suis maîtresse de conférences en informatique dans une composante en anthropologie, sociologie, sciences politiques, donc un profil un peu particulier, et je voulais rebondir sur ce qui a été dit, comme la question piège a été posée par l'intervenante précédente. On parle beaucoup du fait de vouloir faire venir les filles en informatique notamment. Et moi je pense que je rebondis vraiment sur cette idée de projets qui ont du sens et qui est quelque chose qui est très important. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, on a quand même beaucoup de filières qui se créent, notamment en humanité numérique, les filières mathématiques, informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales.
Et je pense qu'il y a vraiment aussi un décloisonnement à avoir pour être davantage attractif et pour relever quand même les enjeux de l'informatique en lien avec la société, donc sans spoiler ce que je vais raconter cet après-midi durant la conférence. Mais du coup, par rapport à ce décloisonnement, vous parliez du modèle un peu américain. Est-ce que c'est des choses qui sont suffisamment mûres voilà, dans la façon d'appréhender les sciences aussi en France? Donc je voulais bien votre avis là-dessus. En fait, il y a des spécialités à l'université qui vont croiser les sciences, technologies et médecine, par exemple. Le problème, c'est d'arriver jusqu'à cette spécialité. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est-à-dire, c'est très compliqué de se remettre, de se mettre à l'informatique et aux maths lorsqu'on les a abandonnés un petit peu tôt. Et donc, on revient sur le fait que les filles doivent continuer, même si on veut faire en fait des sciences, du care, hein, des sciences de la santé, ça vaut le coup de continuer à faire des maths, voire de l'informatique, puisqu'il y a maintenant ces nouvelles options. Lorsqu'on les lâche trop tôt, c'est compliqué de s'y remettre. Voilà. Donc après, je ne sais pas sur les parcours, vous avez peut-être d'autres... Ça existe, mais peut-être un peu trop tard. Voilà, c'est ça. Moi, donc l'année dernière, j'étais enseignant mathématiques et de NSI d'ailleurs. Et j'avais une élève qui avait, en terminale, elle avait plus que mathématiques et la spécialité humanité, justement, humanité, philo, lettres. Un profil particulier, justement, de cette qui est permise par cette réforme. Et du coup, elle hésitait beaucoup parce que c'était deux domaines de discipline qu'elle appréciait beaucoup. Et elle est allée à Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye où ils proposent justement un cursus un peu d'humanité numérique. Vous avez Sciences Po classique, mais ils rajoutent un peu tout ce qui est autour de la data, en fait, hein, on va le dire comme ça. La data visualisation, le traitement, big data. Et voilà, ça je pense que c'est un parcours qui est intéressant, un des nouveaux parcours qui est intéressant et qui peut justement séduire différents... Et du coup, et aussi, qui s'adapte aussi à la philosophie de la réforme qui est justement d'accueillir des profils divers et variés. Merci beaucoup. Moi, je ne veux pas rebondir sur la réforme parce que je la connais pas, mais je crois que tout se joue quand même dans l'enseignement maternelle, primaire. Il faut qu'on arrive à faire aimer les maths, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est pas forcément facile. Hein, si une personne qui enseigne les maths aime elle-même les maths, ça sera plus aisé de relier le côté maths appliqué à la vie réelle. Et c'est là toute la difficulté, à mon avis. Enfin, je crois. J'essaie de faire ça avec mes enfants. J'ai reçu ça de mes parents, mais j'ai l'impression que c'est très important. Je vous remercie. On a le temps pour une dernière question. Bonjour, Charlotte Pérez. Je suis ingénieure d'études au CNRS dans un métier très très masculin puisque je suis chargée d'opérations immobilières et j'ai été nommée récemment correspondante égalité de ma délégation donc pour diffuser les plans d'action de la mission pour la place des femmes au CNRS dans les laboratoires de la circonscription, mais surtout je suis aussi là en tant qu'administratrice de la FCPE parisienne qui est la première fédération de parents d'élèves de Paris. Et on est en train de mettre en place, j'ai commencé l'année dernière à mettre en place des formations pour nos adhérents sur l'égalité filles-garçons à l'école. Et je vais en mettre aussi en place dans le lycée que fréquentent mes enfants. Et plusieurs choses qui me viennent à l'idée comme ça, c'est que la première chose, vous avez parlé d'une cartographie que vous allez mettre en place des différentes actions qui existent. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui me sera extrêmement utile parce que effectivement ça foisonne beaucoup et c'est difficile de les recenser. Donc je voulais savoir si déjà il y avait un prémisse de cette cartographie qui existait. Une deuxième chose au niveau de l'abandon des spécialités, c'est qu'effectivement on a remarqué
qu'il y avait des élèves qui abandonnaient complètement les maths à la fin de la seconde et donc qui se retrouvaient après une année de première sans mathématiques plutôt démunis parce qu'ils se rendaient compte que dans certains métiers à laquelle ils pouvaient se destiner, comme journaliste, comme psychologue, ça pouvait servir pour faire des statistiques et tout ça. Et donc ils cherchaient à reprendre maths complémentaires. Mais maths complémentaires, pour le coup, si on n'a pas suivi maths en première, c'est extrêmement difficile. Et là, c'est très difficile de raccrocher. Donc je ne sais pas si c'était possible de trouver un moyen de faire maths complémentaires dès la première, ou alors d'avoir un programme de maths complémentaires qui est plus accessible si on a abandonné les maths à la fin de la première, à la fin de la seconde. Et une troisième chose sur laquelle je pouvais rebondir aussi sur les enseignants de primaire et de maternelle qui doivent aimer les maths, c'est que le problème, c'est qu'effectivement, comme dans le tronc commun, il n'y a plus de maths à la fin de la seconde, et donc que beaucoup d'enseignants qui se retrouvent du coup en maternelle et en primaire ont fait des cursus finalement plutôt littéraires. On se retrouve avec des enseignants qui vont enseigner les maths jusqu'au CM2 et qui n'ont pas fait de maths depuis longtemps et qui sont arrêtés au programme de seconde. Et effectivement, dans ces cas-là, c'est difficile de faire aimer les maths à des petits quand on ne les a pas aimés et qu'on n'en a pas fait depuis longtemps. Moi, je rebondis juste à la deuxième partie. Je suis entièrement d'accord avec vous à 300%. C'est pour cela que l'article, la remise en tronc commun des 2 heures de maths en première, et j'ai été très très contente parce que enfin, c'est de bon sens, c'est de vrai bon sens parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le constat qu'il ne faut pas abandonner les maths dès la seconde. Et effectivement, le fait qu'ils remettent les maths dans le tronc commun, j'espère qu'ils vont le faire pour la rentrée prochaine, je ne sais pas. Si Alexis nous le confirme, mais en tout cas, ça c'est une très 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 bonne chose qu'ils remettent les maths dans le tronc commun. Oui, absolument. Pour le primaire, il y a quand même des actions de formation spécifiquement en mathématiques, suite au rapport Torossian-Villani sur les mathématiques. Ce qui est certain, moi j'ai un peu voyagé, j'ai vu par exemple les pays asiatiques, il n'est pas rare d'avoir un professeur de mathématiques du primaire, ou une professeure de mathématiques du primaire. Donc c'est-à-dire que spécifiquement, elle enseigne les mathématiques aux enfants au primaire dans les pays asiatiques. Moi j'étais à Taïwan par exemple, donc c'est impressionnant, vous voyez un peu à quel niveau ça peut se situer aussi. Je ne vais pas rentrer dans les maths complémentaires, etc., parce que c'est vraiment des questions spécifiques, puis ça me rappelle les parents d'élèves l'année dernière, mais qui avaient de légitimes questions, parce que c'est assez complexe. Mais pareil, j'ai voyagé, j'ai vu d'autres systèmes éducatifs, et quand on laisse le choix aux élèves quand même, au niveau du lycée, c'est quand même intéressant. Structurellement, ça pose plein de problèmes, on voit, voilà, c'est pas facile à mettre en place, ça, je suis tout à fait certain. Mais voilà, ils vont vers ce qui leur plaît, ils font des choix, ils ont des profils divers, variés, ça fait des choses assez créatives. Et voilà, c'est quand même intéressant. Je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, voilà, pour conclure. Je vous remercie beaucoup. Une dernière question. Alors, on a le temps pour une petite dernière question du live. On a des gens qui ont posé une question. Donc quelqu'un écrit « Je voulais savoir si toutes ces questions ne mettraient pas paradoxalement plus de pression sur les filles et femmes, le fait de devoir faire acte de représentativité en fait. » Donc savoir vos avis. C'est dommage que la personne le prenne tel quel, parce que c'est loin de faire la pression sur quiconque, c'est plutôt expliquer pourquoi c'est important. C'est changer les stéréotypes, en quoi ça fait la pression, c'est bouger les stéréotypes, c'est pas mettre des rôles modèles, mettre des femmes plus à l'avant dans les BD, faire venir les femmes dans les collèges, votre initiative, faire venir les collégiennes pour faire je vois pas du tout qu'il y a une forme quelconque de pression sur les jeunes filles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je ne vois aucune pression sur les... Voilà. En fait, je ne sais pas si la question c'était la pression sur les femmes qui sont aujourd'hui en charge et qui doivent faire un peu plus de représentativité. Si c'est ça la question, enfin, nous chaque fois qu'on a demandé à des femmes de devenir tutrices, alors bon, c'était ça prend combien de temps? Et puis justement on avait fait en sorte que ça ne leur prenne pas beaucoup de temps dans une semaine, et il y a un enthousiasme qui est très fort. Donc, faire quelque chose quand on est soi-même une femme dans le domaine du numérique, de l'informatique ou de la science, pour que des élèves découvrent aussi ce monde, pour l'instant, c'est plutôt un enthousiasme qu'une pression. Voilà, enfin aussi une pression positive, quoi, dans le sens du haut.
Voilà. Après, sur les jeunes filles, disons que dans ce que l'on fait, puis j'ai l'impression que ce que tout le monde fait, c'est aussi plutôt leur ouvrir une fenêtre, donc laisser la pression s'échapper, voilà, leur ouvrir une fenêtre plutôt que, au contraire, les enfermer dans une boîte. Mais je ne sais pas à qui s'adresser cette question, mais c'est important de la poser, et on peut témoigner que du côté des femmes, on a plutôt un très grand enthousiasme dans ces actions Sciences et Société. Sur la pression, moi je pensais il ne faut pas non plus se mettre trop la pression du point de vue des employeurs. Il faut garder à l'esprit qu'il faut donner autant la chance aux femmes qu'aux hommes, parce qu'après, chacun ses compétences, qu'on reste une femme ou un homme, tout en encourageant évidemment les femmes à avoir confiance en elles, continuer, poursuivre, être curieuse et voilà, faire un métier scientifique, mais il ne faut pas non plus que ça devienne l'extrême inverse, ou à dire non, il faut absolument plus de femmes, etc. Il faut rester... comme tu disais tout à l'heure, complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Et autant qu'employeur, je n'ai jamais recruté une femme parce que c'est une femme. Je recrute les personnes et mes clients recrutent. C'est pour leurs compétences, avant tout pour les compétences. Après, c'est indépendant. C'est important, le constat que je fais, c'est dans mon métier, j'ai 10% de femmes, 10% d'ingénieurs femmes. C'est un constat. C'est important d'inverser la tendance, c'est important de faire venir. En revanche, je n'ai jamais recruté quelqu'un par son genre. C'est la compétence d'abord. Et mes clients, c'est jamais personne travailler sur un projet parce que c'est une femme ou c'est un homme. C'est la compétence d'abord. Merci beaucoup. Nous allons clôturer cette table ronde. Merci pour votre présence et pour votre participation, et merci à vous quatre d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que la prochaine conférence commencera à 13h, si vous souhaitez y assister. Et merci pour tout. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci.